Salut, ouais, ça fonctionne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, c'est la dernière conférence de la journée, je crois, donc je pense que vous êtes tous fatigués, mais désolé, on va essayer de parler de SEO et un petit peu de SEO avancé. Donc, PrestaShop m'a challengé sur ce titre-là, comprendre et surpasser Google. J'avais un autre titre au départ, mais ils m'ont orienté là-dessus, donc on va essayer de faire ça. Donc de quoi on va parler ce soir? On va essayer de comprendre le fonctionnement du moteur de recherche Google. On va essayer de connaître un petit peu les différents algos et les différentes updates qu'il y a eu. Et puis de ça, on va essayer d'en tirer quelques bonnes techniques pour PrestaShop. Alors on n'aura bien sûr pas en 25-30 minutes le temps de tout voir, mais on essaiera de passer sur 2-3 petits points un petit peu sympas. Alors ce dont on ne parlera pas, je ne vais pas vous parler de balise titre, je ne vais pas vous parler de métadescription, je ne vais pas vous parler de balise alt, ce n'est pas du SEO avancé, c'est vraiment le SEO standard que vous avez par défaut dans PrestaShop. Maintenant, les oubliez pas, la balise titre, ça reste quand même le truc le plus important en termes de SEO. Alors, qui je suis? Je suis donc consultant e-commerce et consultant SEO. Je travaille pour la société 410 Gone. Donc, on est une agence web spécialisée e-commerce et SEO. On travaille sur Magento et sur PrestaShop. Je suis ambassadeur pour SEMrush, qui est donc le logiciel pour les produits référencement. Et pour dès qu'on veut faire un petit peu de SEO, en général, on connaît SEMrush. Et j'ai 2 casquettes associatives. Je suis secrétaire du SEO Camp, donc l'association des référenceurs francophones, et secrétaire de Friend of Presta, que vous devez connaître, certains d'entre vous connaissent, donc qui est une association toute jeune encore, qui doit un peu plus d'1 an, des différents prestataires professionnels de PrestaShop. Alors le SEO, c'est important. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le SEO déjà? Bon, alors si vous ne savez pas répondre à cette question de qu'est-ce que c'est le SEO, déjà, je vais vous offrir une petite formation gratuite que vous pouvez télécharger gratuitement en flashant ce QR code. C'est un joli PDF avec pas mal de pages et c'est plutôt bien fichu pour démarrer. Mais si on veut aller un peu plus loin, on va se rappeler nos 3 piliers du SEO. Alors, est-ce que certains parmi vous connaissent les 3 piliers du SEO? Alors, j'ai des réponses, là, mais je n'ai pas entendu. Pas mal. Mais si tu devais mettre quelque chose derrière ces acronymes, ce serait plus compliqué. Allez, les 3 piliers du SEO, historiquement, c'était la partie technique, la partie contenu et la partie popularité. Partie technique, votre site est bien construit, il répond aux différentes attentes de Google techniquement parlant. On va voir ça après. Le contenu, créer du contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Et la popularité, c'est les fameux backlinks dont vous avez déjà entendu parler. Alors les petits chiffres que je vous ai mis là, ils ne vont pas vous plaire. Parce que vous voyez que les algos de Google restent encore aujourd'hui, en 2021, largement impactés par la popularité et les backlinks. Donc ça, c'est vrai depuis 1998, quand Larry Page et Sergey Brin ils ont créé Google. Ils ont créé le fameux PageRank dont on va reparler. Eh pas de bol, c'était toujours vrai. Donc il y a beau avoir des intelligences artificielles dans tous les sens depuis, une grosse partie de votre SEO, c'est celui qui a la plus grosse. Et malgré tout, les choses ont changé depuis 1998 et Google nous a inventé le SXO. SXO, c'est encore un acronyme. Donc SXO pour Search Experience Optimization. Donc c'est l'intersection, on va dire, entre le SEO d'avant et la partie expérience utilisateur d'aujourd'hui. Et pour regarder tout ça, on a un superbe frise qui nous remonte les différents algos de Google au fil des années. Donc je ne sais pas s'il y a des gens un peu vieux dans la salle qui ont eu la malchance de connaître le panda et de connaître le pingouin. Oui. Donc panda nous avait embêté sur les contenus, pingouin nous avait embêté sur les liens. Puis il y a eu pas mal de choses qui a suivi dans le temps. Hummingbird, pour déjà de l'optimisation de contenu basée un peu plus sur les intentions, le fameux EAT ici. Si on regarde un petit peu sur les choses un petit peu plus orientées UX, on a commencé à voir des Google qui a commencé à nous embêter ici sur la partie mobile, puis qui est passé totalement mobile à partir de 2018.
Si on continue, on va arriver ici sur des choses qui sont bien orientées ici, contenu. BERT, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis là, en 2021, cet été, Google a finalisé l'algo Page Experience et donc les fameuses Core Web Vitals. Ça vous parle, ça, les Core Web Vitals? Ok. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur des updates Google? Alors, je vous ai mis un petit chiffre ici. En 2020, il y a eu 4887 updates, changements dans l'algorithme. Ça veut dire plus de 13 changements par jour. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a peur des updates Google? Je suis tenté de dire que non, on ne doit pas en avoir peur. Alors, on en a forcément peur d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas comme avant où ils nous sortaient des grosses updates d'algo où on disparaissait du jour au lendemain. Et j'en veux pour preuve ces courbes ici. Le site Duo, c'est un site où il n'y a eu aucun changement entre novembre 2020 et aujourd'hui. On voit qu'au gré des updates Google, en effet, ça bouge du jour au lendemain. Mais sans réagir, à un moment, ça remonte. Donc il y a des bugs potentiellement dans Google. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. Même combat sur ce site-là. On voit que malheureusement, du jour au lendemain, sur une update, on peut tomber. Donc l'idée, ça va être d'essayer de mettre en place des actions et des techniques qui vont permettre de lisser ça, mais on ne pourra jamais le faire parce que Google peut changer les règles du jour au lendemain ou il peut tout simplement complètement bugger. Alors comment est-ce que ça fonctionne un moteur de recherche? Allez, je vous ai sorti le super graphisme de la journée. Jusque-là, tout va bien. On a des pages Internet. Google envoie des petits robots, là, ce qu'on appelle des spiders, qui passent leur temps à analyser les pages des sites Internet du monde entier. Donc ça, on peut facilement le contrôler. Si on met de l'analyse de log, on voit exactement ce que Google vient faire sur votre site tous les jours. Et ça fait partie, pour le coup, des optimisations SEO avancées, d'aller voir ce que Google fait sur nos sites et de se rendre compte que peut-être il passe son temps sur des pages qui ne sont pas intéressantes. Google va donc s'appuyer sur deux piliers, la popularité, la pertinence. Popularité, c'est les fameux backlinks. Celui qui a le plus de backlinks va sortir le premier, en schématisant à outrance. Et la pertinence, c'est des contenus qui vont être optimisés d'un point de vue sémantique par rapport aux intentions de recherche de l'internaute. L'internaute ici va rentrer sa requête. Google va faire une première phase ici. J'ai très chaud, je vais enlever ma veste. Donc ici, Google, la première chose qu'il fait, c'est de comprendre la requête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années, quand tu tapes une expression, Google ne va pas balancer son algorithme sur cette expression-là, mais il va la transformer par rapport à ce qu'il pense avoir compris de ce que tu as écrit. On va voir un petit peu cette notion de glissement tout à l'heure. Et c'est important de savoir, et c'est vraiment en analysant les résultats, en analysant les SERP, que vous allez vous rendre compte que quand vous tapez quelque chose, Google décide autre chose. Et si vous ne faites pas attention à ça, vous allez pouvoir être complètement à côté de la plaque. Donc en fonction de ce qu'il a compris, de la pertinence, de la popularité, va apparaître ici, il va faire tourner son algorithme RankBrain, Learning to Rank, qui va sortir des résultats. Et cet algorithme, il ne va pas uniquement se baser sur la pertinence et la popularité, mais il va se baser sur des métriques utilisateurs. Et il va adapter en temps réel son algorithme pour donner les meilleures métriques et donner les meilleurs résultats. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que l'algo, il l'auto-apprend et il va donc s'auto-adapter. Et du coup, on n'a pas le même algorithme en fonction des différentes requêtes. Et en fonction de ça, sortira les résultats. Bon, c'est pas très très simple, mais voilà, si on reste à ce niveau de compréhension, a priori, c'est déjà pas mal. Alors, le pilier pertinence. Alors déjà, je vais faire tomber un petit peu des mythes. La pertinence dans Google, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui date de 2021. Les algos de Google, là, ils datent des années 50, des années 60. Donc, qu'est-ce qui fait Google? On va tout de suite rétablir des vérités. Il ne comprend pas un mot de ce qu'il lit. Donc, il ne comprend pas un mot des pages que vous lui donnez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des représentations mathématiques de vos contenus. Il va faire des vecteurs, comme quand on était à l'école en mathématiques, des espèces de matrices.
Et en fait, il va tout simplement venir calculer un angle entre deux vecteurs pour savoir si votre requête elle est proche des différents documents présents sur le net. Et en fonction de ça, il va vous donner les résultats. Et comme je vous le disais, avec BERT, l'amélioration date d'il y a quelques années, mais l'algo de Rochio d'ici date aussi des années 60. En fait, Google va comprendre en fonction des résultats et des métriques de l'internaute, de ce qui se passe une fois que l'internaute est sur votre site. Il va comprendre si l'internaute avait posé ou pas la bonne question. Et s'il se rend compte qu'il n'avait pas posé la bonne question, il va venir modifier la requête et l'aligner différemment. Donc il va créer un nouveau vecteur qui va être votre intention de recherche cachée, entre guillemets. Donc l'algo va deviner la requête réelle. Et c'est là que notre job est compliqué en tant que SEO, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre ce que Google a derrière une requête. Alors, pour ça, on a notamment les intentions de recherche. Donc aujourd'hui, on a 4 grandes intentions de recherche. Je vais regarder l'heure, pas mal. On a 4 grandes intentions de recherche, des recherches informationnelles, navigationnelles, commerciales, transactionnelles. Ces 4 intentions de recherche, vous avez des exemples ici. Pour de l'informationnel, ça peut être différence TV Full HD et 4K. Du navigationnel, c'est directement, si je tape Darty TV 4K, je sais où je veux aller. C'est vraiment du GPS. Commercial, quelle est la meilleure TV 4K à moins de 500 €. Et transactionnel, TV 4K en promo. Et en fonction de l'intention de recherche de l'internaute, vous allez devoir créer des pages différentes sur votre site e-commerce. Donc soit du type de blog, contenu, tutoriaux, etc. pour l'informationnel. Si c'est du navigationnel, vous n'avez pas trop le choix. Ce sera votre page d'accueil ou votre page catégorie. Commercial du comparatif et transactionnel du produit. Ok, si on va un petit peu sur du SEO avancé, on va essayer de répondre à ces 4 différents types d'intentions dans notre site e-commerce, dans notre site PrestaShop. Et on ne va pas se contenter de créer une fiche produit, mais on va peut-être créer des catégories, puis sous ces catégories créer différents guides, peut-être que sous la catégorie on va avoir des produits et ainsi de suite, des guides, etc. Et on va vraiment venir créer des grappes de contenu. Aujourd'hui, pour se positionner dans Google, une page égale une expression clé, c'est presque un peu insuffisant. Et on doit créer des grappes de contenu qui vont permettre de se positionner correctement. Ça, c'est les fameux cocons sémantiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Allez, on va rentrer un peu dans la technique. Alors, les fameux Core Web Vitals que vous devez optimiser pour votre site, ils sont là. Donc, ils sont au niveau de... Il y en a 3 que Google nous a sortis. Loading pour le temps de chargement de la page, le temps de chargement des éléments principaux de la page, interactivité, le temps qui se passe entre un clic et, une action, et la réponse du site internet, et la stabilité, vous savez que le site ne bouge pas dans tous les sens. Puis dans la technique, on va retrouver la partie mobile, la partie HTTPS sécurisée, le fait que Google n'aime pas les pop-up qui prennent toute une page. Donc tout ça, c'est les éléments que Google prend en compte sur sa partie technique. Alors dans PrestaShop, je ne vais pas tous les passer un par un, mais voilà grosso modo toutes les difficultés techniques que vous pouvez rencontrer, des problèmes de performance, des problèmes liés au robot.txt, pas trop dans les 1.7, problèmes de sitemap ou d'indexation, des erreurs de 404 ou des redirections 301 que vous devez bannir au maximum, des problèmes de profondeur de vos pages si vos catalogues sont mal construits, des problèmes de pagination, surtout des problèmes de maillage internet PageRank. Il y a 2 fois la pagination, parce que c'est très important, et des problèmes de balisage et éventuellement de microdonnées. Très rapidement, Jeff en a parlé tout à l'heure dans sa conférence, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Les Core Web Vitals, il faut travailler ces 3 indicateurs. Je vais vous donner quelques pistes dans le slide suivant pour améliorer tout ça. La première chose, c'est de réduire le nombre et la taille de vos images, notamment sur la home page. Vous allez pouvoir utiliser les nouveaux formats d'images comme le WebP, mettre en place des mécanismes de lazy loading, vérifier bien sûr dans votre PrestaShop les options d'optimisation, mettre en place des caches de type Cloudflare ou ce genre de choses-là, désactiver les modules inutiles, limiter les appels à des ressources externes. On a vu tout à l'heure une conférence où il y avait, je crois, 14 scripts appelés dans GTM. Au bout d'un moment, ça fait un peu beaucoup. Précharger les polices, j'aurai 2-3 slides là-dessus. Et puis, si vous voulez savoir un peu plus de ce qui se passe sur votre PrestaShop, vous pouvez activer ce mode-là où vous verrez les requêtes qui passent et les temps qui sont passés dessus.
Petit zoom sur le préchargement des polices, donc les slides je les mettrai à votre dispo, donc je vais passer vite. Ça vous pouvez vraiment mettre ça en place, ça va vous faire gagner pas mal de temps sur votre site et c'est très simple à mettre en place. Technique de lazy loading, même chose, ça prend 3 lignes de code. Les URL à vérifier, vérifiez qu'il y a des URL canoniques dans votre site. Est-ce que URL canonique ça vous parle ? Donc les URL canoniques, ça sert pour dire à PrestaShop, enfin à Google, pardon, un moteur de recherche, quand deux pages presque similaires, quand il doit les considérer comme étant une seule page. Donc vérifiez déjà que sur votre site, vous avez systématiquement ces balises canoniques, parce que sinon, dès que vous allez mettre un paramètre dans une URL, ne serait-ce qu'un point d'interrogation FB-click, Google peut aller indexer ça, donc ce sera un peu couillon. Sur la structure des URL, moi je vous conseille de la simplifier au maximum. Donc on modifie un petit peu le schéma par défaut dans PrestaShop, notamment sur les URL produits où on peut, moi je conseille de venir virer la partie catégorie dans les URL produits pour avoir vraiment des URL le plus simple possible. Ici, pour vous, petite histoire, c'est un diagramme d'analyse de log qui a été fait avec SEOlizer où on voit ce que Google vient faire sur le site tous les jours. Popularité, maillage. Alors, PageRank, ça vous parle ? Alors, qu'est-ce que c'est que le PageRank ? J'ai entendu un bien sûr, là. Alors, le PageRank, c'est donc l'algo d'origine de Google qui permet de calculer la puissance d'un site et d'une page à l'intérieur d'un site. Donc, voilà la formule. On va éviter les mathématiques pour ce soir. Mais grosso modo, considérez que Google a attribué au départ un poids à l'ensemble des sites internet du monde entier et que l'ensemble des sites et des pages du monde entier se partagent aujourd'hui ce poids. Donc imaginons que Google avait décidé que le PageRank était de 10 kg. Eh bien tout le monde va prendre une partie de ces 10 kg. Et en fait, ici, à partir du moment où vous êtes sur un site, ici, vous allez recevoir du PageRank depuis les sites externes qui font des liens vers vous. Et vous-même, vous allez distribuer votre PageRank à l'intérieur de vos pages. Et ainsi de suite. Et vous allez potentiellement redonner vous-même du PageRank à d'autres sites externes. Donc ce PageRank, aujourd'hui, Google ne nous le donne plus. On n'a plus cette information-là, mais ça reste toujours la base de l'algorithme de Google. Donc notre job à nous, c'est de nous assurer qu'on va pouvoir ici maîtriser le passage du jus, le passage du PageRank, de manière à donner de la puissance aux pages qui sont importantes dans notre site. Et puis surtout, on va essayer de venir simplifier en optimisant notre maillage interne. On va simplifier le travail des robots de Google et éviter qu'ils se perdent dans les méandres de nos sites internet. Voilà un bon exemple de SEO. C'est des schémas qu'on aime bien montrer. Ici, c'est un site internet avant optimisation. On voit que c'est un peu le bazar. Il y a des pages dans tous les sens. Donc chaque rond est une page. Et plus le rond est gros, plus la page est importante. Et voilà le même site retravaillé, hiérarchisé correctement avec un bon maillage interne. On va voir comment on va faire ça. Et voilà un bon exemple. Ça, c'est la structure de votre site vue par l'internaute et par vous. C'est comme vous l'avez designé comme ça. Voilà comment Google voyait ce site-là. Ça, c'est vraiment la structure d'un site existant d'un de mes clients. Et voilà comment Google voyait ce site-là. Donc ce qui se passe, c'est que ici, on avait des méga menus, les fameux méga menus, qui venaient diluer totalement le PageRank et donner à toutes les pages la même importance, puisque toutes les pages du site étaient toutes reliées les unes entre les autres. Donc on va utiliser des mécanismes d'obfuscation. Je ne sais pas si Grégory est par là. Non. Alors Grégory, qui a fait sa conférence tout à l'heure, qui gère le site Okara, vous pourrez aller voir, il fait de l'obfuscation assez sympa sur son site. Elle est même un petit peu cachée, son obfuscation, donc on ne la voit pas forcément bien. L'idée avec l'obfuscation, c'est que vous allez venir cacher, en tout cas empêcher Google de suivre un certain nombre de liens. Donc on va aller venir en utilisant ces techniques-là. Pareil, je vous laisserai aller voir ça par vous-même dans les slides. On va venir rendre les liens illisible pour Google. Alors, on le voit ici. Voilà, ici, un lien de ce style-là a été remplacé par un lien de ce style-là. Donc le lien n'est pas compréhensible par Google. Par contre, l'internaute, quand il va cliquer dessus, il y a un mécanisme JavaScript qui va permettre de suivre le lien. Donc si on revient sur notre structure hiérarchique de site,
L'idée, c'est qu'on va venir créer des silos et on va venir vraiment isoler, même si dans la pratique, on peut casser l'isolation, mais on va venir isoler nos différentes catégories, nos différentes branches de notre site Internet. Et l'idée, c'est qu'on va venir enlever dans nos sites Internet tout ce qui est lien parasite. Donc les liens parasites qu'on peut trouver, c'est souvent les liens du méga menu, les liens en footer, pas forcément sur la page d'accueil, mais en tout cas sur toutes les pages. Si on a un lien vers la mention légale sur toutes les pages de notre site, c'est une page qui prend du jus sur toutes les pages, donc il devient souvent la page la plus importante en termes de poids SEO sur de nombreux sites Internet. Ça a peu d'intérêt. On a des liens de type wishlist qui foutent beaucoup le bazar. Hein. C'est du jus qui part gratuitement, puisqu'en fait, on a souvent un bouton ajouter à la wishlist avec un lien là derrière. Donc ça vient donner du jus gratuit à des pages qui ne servent à rien. N'oubliez pas que vous avez du jus SEO limité. Donc si vous le donnez à des pages qui ne servent à rien, il est perdu. Paire chose pour les pages mon compte, panier. Faites attention aux facettes. De la même manière, si vous avez des milliers de facettes sur votre site Internet, non seulement vous allez donner du jus pour rien à ces facettes-là, mais surtout vous allez envoyer Google visiter des milliers de pages Internet pour rien. Donc plutôt que de passer du temps à visiter des pages importantes, il va aller visiter des pages inutiles. Donc les facettes, pareil, on va essayer d'utiliser les mêmes mécanismes d'obfuscation qu'on a vus juste avant. Alors on a la même chose, hein, les boutons comparer, ajouter au panier, les différents filtres qu'on peut mettre ici, les tris, les filtres, tout ça, vous allez tout obfusquer, sinon vous envoyez Google dans des méandres et vous perdez du PageRank pour rien. La pagination, c'est aussi un gros souci souvent en termes de SEO. Donc c'est pas trop mal fait par défaut dans PrestaShop, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça peut être optimisable. En tout cas, ce qui est important, vous allez souvent voir des sites internet où il y a une canonical depuis la page 2, 3, 4 vers la page 1. Ça, c'est pas du tout une bonne technique. Et l'essentiel, c'est de vous assurer que votre site va pouvoir être facilement crawlable et de garder un petit peu l'idée de la profondeur des pages. Vous avez tous déjà entendu l'histoire des 3 clics. Hein, une page doit être disponible à partir de 3 clics depuis de votre point d'arrivée. L'idée, c'est qu'avec les paginations, vous essayez de mettre en place ce même genre de mécanisme. Donc pourquoi pas venir avoir la page 1 qui est accessible, les pages 2, 3, 4 qui peuvent être accessibles mais obfusquées, la page 5 qui va être en clair, et 6, 7, 8 en obfusqué, etc. Pour essayer de garder votre mécanisme de pagination avec cette notion des 3 clics. Allez, ça, un petit truc un peu plus rigolo, quand on commence à faire du cross-selling. Alors, ce que j'ai volontairement zappé dans ma partie, je reviens dessus, hop, hop, hop. Ce que j'ai volontairement zappé ici, c'est que Google aujourd'hui avait un mécanisme historique qui s'appelait le surfeur aléatoire. Donc quel était le mécanisme du surfeur aléatoire pour calculer le PageRank? C'est grosso modo, si on veut se le schématiser, à l'instant T, j'envoie 100 visiteurs sur votre site internet et dans une heure, je vais regarder où ils sont. Donc ces visiteurs, ils vont avoir cliqué de manière aléatoire sur vos différents liens. Et dans une heure, je vais regarder où sont ces 100 visiteurs et je vais pouvoir définir le PageRank de chacune de vos pages. Alors Google, il a un peu changé la donne puisque depuis quelques années, il a mis en place un mécanisme qui s'appelle le surfeur raisonnable. Et donc Google va donner plus ou moins d'importance aux différents liens de votre site en fonction de leur emplacement sur le site. Donc, je reviens ici. Et donc ici, le PageRank va mieux passer entre des pages de sémantique proches, en complément du surfeur raisonnable et du surfeur aléatoire qu'on vient de voir. Le jus, il ne passe pas de manière uniforme entre une page A et une page B si cette page A est proche ou pas proche d'un point de vue sémantique, d'un point de vue thématique, les unes entre les autres. Donc ici, j'ai pris un exemple, c'est l'exemple du site de la FNAC, et j'ai pris un exemple sur un casque de réalité virtuelle Oculus Quest, et je voulais juste vous montrer cet exemple intéressant sur le cross-selling ici. Donc avec Oculus Quest, la FNAC me propose un casque de réalité, un autre Oculus Quest, il me propose un autre, un étui de transport et une Nintendo Switch. Alors on s'était amusé avec mon associé Patrick à regarder des notions de similarité sur ces différentes pages. Donc c'est des similarités sémantiques. Donc grosso modo, c'est tout simplement, on l'a fait en version simple en regardant les différents mots présents dans les différentes pages et on a fait une analyse de similarité. Donc on a vu qu'entre Oculus Quest et accessoires Oculus Quest, on avait une similarité de 45%, là une similarité de 55%, et entre Oculus Quest et Nintendo Switch, on n'a qu'une similarité de 20%.
Donc le passage de jus, autant il est cohérent ici sur du 55%, il peut être à peu près cohérent sur du 45%. Par contre, quand on a une similarité que de 20%, il n'est plus logique pour Google que le jus passe entre ces deux pages-là. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'on vienne mettre ces deux liens-là en clair et celui-là en obfusqué. Alors la solution qu'a fait la Fnac, elle est carrément différente. C'est que si on regarde ce bloc ici, là, de cross-selling, il n'est poussé qu'en JavaScript à l'internaute, c'est-à-dire que Google ne voit pas du tout ce bloc-là, et c'est que l'internaute qui le prend en JavaScript. Alors juste, je voulais vous montrer des petits résultats de ce qui se passe quand on met en place, parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, est-ce que ça marche? Si je mets en place de l'obfuscation, des menus, des footers et un petit peu du contenu, voilà ce qu'on peut faire. Donc là, on est sur du petit trafic. On a mis en place les mécanismes d'obfuscation là, il n'y a rien eu d'autre de fait sur ce site-là. Donc je précise bien, pas de création de contenu, pas d'autres notions de maillage interne, juste vraiment de la structure. On passe de là à là en 3 mois. Ici, sur un autre site, on est venu intervenir là. Il y a eu des petites dents de scie, c'est monté jusque là. Alors là, la courbe s'explique parce que la cliente a fermé son catalogue en juillet. Pour la petite histoire, elle a arrêté de vendre, mais on voit l'évolution qu'on peut avoir. Même chose ici. On intervient ici sur ce site-là. On fait juste que de l'obfuscation de menu. Voilà ce que ça donne. Je voulais terminer sur une dernière slide, juste pour vous parler de popularité. Je ne voulais pas rentrer beaucoup dans le détail des liens. Je voulais juste vous donner des pistes, des idées. Alors, vous savez, nous, en SEO, on fait des PBN. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sachent ce que c'est qu'un PBN. Alors, je sais que tu les aimes pas, toi, en plus. Mais bon, on va créer des réseaux de sites qui vont pousser votre site. L'idée, c'est de, pourquoi pas être intelligent quand vous bossez votre SEO et vous dire, je vais essayer d'être visible sur ma marque, mais peut-être aussi sur une sous-marque, voire sur une autre boutique. Donc en plus, PrestaShop est multi-boutique, c'est plutôt bien fichu. Donc pourquoi pas, quand vous lancez votre site e-commerce, venir dès le départ créer plusieurs sites. Vous allez pouvoir utiliser vos PBN ou vos liens, tels que les vend Nicolas là-bas, puisque souvent les vendeurs de liens, ils nous proposent de mettre un deuxième lien. Je ne sais pas si toi tu le fais. Donc si tu as 2 sites, que c'est les 2 tiens, pourquoi pas mettre 2 liens dans ton truc. Donc ça ne te coûte pas plus cher et tu peux pousser 2 sites. Pourquoi avoir 2 sites? Parce que tu peux peut-être prendre la première et la deuxième place dans Google, donc autant en profiter. Et voilà, c'était juste la petite astuce que je voulais donner. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher de faire ça et c'est plutôt intelligent et les gros e-commerçants l'ont compris, ils le font tous. Et j'en ai terminé, donc si vous avez des questions, je suis à votre écoute. En termes d'accessibilité, je suis d'accord. Sur ces versions-là, en tout cas, ouais, on peut faire des choses beaucoup plus fines, mais sur ce que je vous ai montré, non, c'est en effet pas top. Après, on peut faire des choses plus qui vont passer dans Siri, mais pas sur cet exemple-là, tout à fait. Mais on peut faire quand même des choses. Alors, 404, qu'est-ce qui se passe? On se rappelle, les robots de Google, ils arrivent chez toi, ils se promènent sur ton site. En fait, tu as ce qu'on appelle un crawl budget. Donc, en gros, le temps que vient passer Google sur ton site tous les jours est limité. Si tu l'envoies sur une page 404, déjà, tu perds un coup. Tu perds un crédit, quoi. Parce qu'imaginons que tu avais 3 pages, il avait décidé, enfin, en gros, si je ramène le temps en nombre de pages, estimons que tous les jours, il vient visiter 5 pages chez toi. Si tu l'as envoyé 2 fois sur des 404, tu as perdu 2 de tes crédits. Il a évité que 3 pages au lieu de 5. Et plus Google va visiter tes pages, plus tu as de chances qu'il les indexe, plus tu as de chances qu'il les comprenne et qu'il les place dans les premiers résultats de Google. Donc ça, pour 404, 1, c'est une perte. Et 2, en plus, c'est un signal que tu files à Google. Tu as vu, j'ai pas fait trop attention à mon site, je t'envoie vers des pages pourries qui n'existent plus. Donc Google, il déteste ça. 301, tout simplement pour pas le crédit perdu. Alors, produit qui n'existe plus, il ne faut pas le laisser en 404.
produit qui n'existe plus, soit tu vas le rediriger, pour le coup on va faire une 301 quand même vers une catégorie, vers un produit équivalent, tu vas faire une 410 pour dire le produit n'existe plus, mais pas une 404. 404 c'est un message d'erreur. Donc 410, ce serait beaucoup mieux, mais le mieux c'est quand même d'envoyer aussi bien Google et l'internaute sur autre chose. Mmh. Tout ça, tu l'as mis dans ton menu. Donc ouais, ça rentre pour moi dans un méga menu. Donc en gros, moi à mon niveau, ce qu'on fait nous sur les boutiques, c'est qu'on va laisser sur la page d'accueil un accès à Google au premier niveau. L'internaute, bien sûr, il a accès à tout. Hein. Les liens obfusqués sont cliquables par l'internaute. Par contre, à Google, je vais lui laisser que l'accès au premier niveau, vraiment les grosses catégories. Ça sur la page d'accueil. Et à partir du moment où je suis plus sur la page d'accueil, mon méga menu est 100% obfusqué. Il est toujours là, mais il est obfusqué, c'est-à-dire que les liens sont cliquables par l'internaute, mais plus par Google. Alors, du coup, comment on le fait, c'était le bout de code que je t'avais mis. Sinon, tu peux avoir avec des modules comme le Advanced Menu de PrestaModule, où tu peux choisir si tu obfusques ou pas les menus. Si le menu latéral, s'il est contextuel et qu'en effet il est à l'intérieur du silo, on va dire entre guillemets dans lequel tu te trouves, ouais, tu peux le laisser là, mais en faisant pas un truc hiérarchique, etc. Si c'est en effet un lien vers les pages de niveau N+1, ouais, ça c'est bien. C'est l'heure de l'apéro.